Bonsoir, je m'appelle Cameron McDonald et bienvenue, mesdames et messieurs, à une émission très spéciale où les élèves ont préparé des reportages de nouvelles sur des sujets qui nous intéressent. Place à l'émission Jeune Info 2018. Et maintenant, voici ma co-animatrice pour ce soir. Roulement de tambour, Carla Oliveira. Merci beaucoup, Cameron. Oui, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au téléjournal Colombie-Britannique qui, ce soir, est un peu différent puisque je cède un peu ma place. On va vous présenter des reportages le temps d'une soirée. C'est la QV 2018 du programme Jeune Info. Alors, il y a Cameron McDonald, que vous venez de voir, qui est élève à la année à l'école Earl de Marriott, et les autres jeunes également de l'école Earl Marriott. Il y a Sam Albert, élève de la 10e année, ainsi que Elisha Davidson-Yee, élève de la 11e année. De l'école des pionniers, William Chalice, élève de 10e année. De l'école Sir Winston Churchill, Fiona Chen, élève de 10e année. Et notre doyenne ce soir, élève de la 12e année, Frédérica Ionescu, de l'école Victor Brodeur. D'être à la télévision ce soir. On est également sur Facebook. On est en Facebook Live. Ça veut dire que vous avez la possibilité de poser vos questions, les questions qui iront jeunes, bien sûr. Et pour contrôler le tout, il y a mon collègue Benoît Clément qui est modérateur ce soir. C'est moi ce soir sur Facebook. C'est moi qui va prendre les questions et les commentaires des gens. C'est sur notre page ici, Colombie-Britannique et Yukon. Ça permet aux gens à la maison de commenter, de réagir, de poser des questions parce que le Facebook Live se poursuit après l'émission. Donc, on va pouvoir parler avec les jeunes, continuer la discussion et leur poser vos questions. Merci beaucoup, Benoît. Et on débute avec notre premier reportage. Vous souvenez-vous de vos classes de musique de l'école primaire? Il y a 3 ans, le Conseil scolaire de Vancouver a changé le début des programmes de musique dans 52 différentes écoles. Ça commence maintenant en 6e année. Fiona Chen nous montre l'importance d'apprendre la musique et les bienfaits pour le cerveau des jeunes. Joanne Brodeur est la directrice de l'éducation musicale pour les enfants au Conservatoire de musique de Victoria. Elle dirige diverses classes dont l'exploration de la musique du monde. Elle se spécialise aussi avec les enfants autistes. Cette musicothérapeute connaît bien les avantages de l'apprentissage de la musique pour le développement du cerveau. Les avantages sont à différents niveaux. Au niveau auditif, au niveau visuel, au niveau moteur, au niveau de la langue, de la concentration, de l'attention, du sens social et des apprentissages cognitifs en général. Roger Cole, directeur artistique de l'Orchestre symphonique de Vancouver pour les jeunes, affirme que la musique est très importante pour le développement personnel. I would say the most gratifying part of teaching music is watching young people grow as they get better on an instrument, because it takes a lot of discipline to become a good musician, and you have to think about other people, particularly if you play in an orchestra. You have to always be thinking about your colleagues, and it's all about teamwork. L'école secondaire Sir Winston Churchill offre des programmes d'orchestre, de chorale et de fanfare. Pour James Hill, qui dirige l'orchestre de cette école, la musique est tout aussi importante que le volet académique. That's been going on for so long, this argument about academics and the arts. I think they're really both equal, really. Cette école de Vancouver compte plus de 300 élèves passionnés de musique. J'aime la musique car c'est une manière dont je peux relâcher mon stress. C'est une façon d'expression pure. Je pense que avoir l'habilité de jouer le piano, c'est un talent. Je pense que je suis plus confiant en moi-même. Toutes mes expériences jouer devant les personnes, c'est très excitant. Toutefois, ces étudiants représentent un groupe de plus en plus restreint, puisque depuis 2015, la Commission scolaire de Vancouver coupe dans les programmes de musique de ces écoles élémentaires. Si c'est trop fort, Joanne Brodeur, Roger Cole et James Hill croient que ces coupures seront néfastes pour les jeunes enfants, surtout pour ceux qui n'ont pas accès à une éducation musicale ailleurs.
Well, it's tragic that they actually cut the elementary programs because that's the most important time. Ça commence tout de suite à faire des connexions au niveau du cerveau. Ça, c'est très important. Puis ensuite, toute la vie, il faut continuer. What's very disappointing to me is as a music educator to see the cuts in music. And it pains me when I see our school boards treat music as if it's a luxury because it really isn't. En revanche, Roger Cole déclare qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre la musique et que les jeunes devraient insister auprès de leurs parents. Do you have anything to say to those who want to start playing instruments but never had the chance because of the lack of music programs in their school? I would say to them they need to start bugging their parents, or at the very least sing in your school choir. Make music one way or another, because it'll make you a better person and it will make you happy because it's fun. Music is really a lot of fun. Ici Fiona Chen pour Jeune Info à Victoria. Quel coup de gong! Coup de gong lancé par Fiona. Tu joues du gong, mais tu joues aussi du violon. Oui. Tu fais partie de l'orchestre de l'école Sir Winston Churchill qu'on a vu dans le reportage. Oui. Tu as donc emmené une caméra dans une pratique. Comment se sentaient tes collègues de l'orchestre? Ils étaient un peu surpris parce qu'ils pensaient que c'était seulement un projet un peu individuel. Et alors, quand ils ont vu la caméra très professionnelle, ils étaient très choqués. Et cela leur a mis un peu de stress. Et, oui. Mais le stress est fini maintenant. Oui. Excellent. Merci beaucoup, Fiona. Merci. On s'intéresse maintenant aux chirurgies majeures chez les enfants et au processus concernant la médication suite à une chirurgie. Frédérica Ionescu, notre prochaine apprentie journaliste, a subi une chirurgie de 22 heures à la colonne vertébrale. C'était il y a 3 ans. Elle s'est donc basée sur son expérience pour son reportage. Les opérations chirurgicales à la colonne vertébrale sont effectuées quand il y a un problème urgent, et la durée de la chirurgie dépend de la gravité. Dans mon cas, il n'y avait pas d'autre choix, comme l'explique le chirurgien Firoz Mianji, qui a opéré ma colonne vertébrale en 2015. We had to operate on it, so we had to do surgery on the curve for the goal of it not continuing to get worse as you got older. And our secondary goal is to correct it and make it as straight as possible. Après 22 heures, 2 barres de métal et 105 agrafes, mon opération chirurgicale a été déclarée un succès. Mais avec la fin de l'opération venait aussi la douleur. Pendant toute ma réadaptation, mes parents restaient avec moi. Oh, c'était tellement difficile. Tu as seulement eu 40-45% de la médication auquel tu avais droit. Alors, tu étais en douleur incroyable pendant 3 jours avant que quelqu'un s'aperçoive de l'erreur. La convalescence aurait dû prendre 1 mois en tout et retourner à l'école. Et finalement, ça a pris 6 mois parce qu'on est resté plus longtemps à l'hôpital et ça fait une réaction, le fait d'avoir une douleur si intense. Pour le Dr Mianji, c'est un défi de choisir les médicaments pour chacun des jeunes qui l'opèrent. The challenging part there is with pain medication, there's 2 ways of doing that. One's an anti-inflammatory, like you take for a headache, etc. But there is some suggestion that it would prevent this from fusing. So most of the patients that we would give the pain medication would be sort of a narcotic. The challenge with the narcotic is that it could cause nausea and vomiting and all those other side effects. De retour à l'hôpital BC Children's, ma mère me rappelle comment j'ai réagi à la douleur. Bon, le fait d'avoir une douleur si intense, tu es devenue très protectrice de ta colonne vertébrale et tu aurais dû recommencer à faire des sports. Mais la douleur a créé des peurs. Reprendre sa vie normale peut être compliqué pour des jeunes qui, comme moi, ont subi une chirurgie majeure. I don't think it's life-ending. It might be life-altering for a period of time. Many of them do, like you, just get on with their lives and do incredible things. So I'm very grateful for that. Frédérica Ionescu, Radio-Canada, Jeune Info, Victoria. Donc, Frédérica, c'était un reportage vraiment autobiographique. Alors, comment est-ce que ça va maintenant?
Oh, ça va très bien. Peut-être, comme le docteur a dit, les choses ont changé un peu, mais j'ai trouvé ce que j'adore à faire ce jour-là. Super. Puis, tu as parlé beaucoup des médicaments dans ton reportage et on t'a vu jouer de guitare aussi. Alors, est-ce que la musique t'a aidé avec le processus? Oui, il a aidé beaucoup. Lorsque j'étais en douleur, disons, j'ai écouté la musique et ça m'aidait beaucoup. C'est juste une passion que je crois ça va toujours être avec moi. Oui. Et ça t'aide, j'imagine. Oui, spécialement. OK. Merci beaucoup. Merci. Alors, si vous avez des questions à la maison, on vient de voir Frédérica, peut-être pour elle ou peut-être pour un autre reporter, même pour Cameron. Ça peut être aussi des questions pour Cameron. Oui. Je vous invite à aller les poser sur notre page Facebook. Ici Sam Albert. Dans un instant, je vous présente mon reportage sur le droit à l'environnement sain. Plus de 160 municipalités canadiennes représentant 15 millions de citoyens ont inclus dans leur charte municipale le droit à l'environnement sain. Alors, qu'est-ce que l'environnement ou le droit à l'environnement sain et pourquoi ce droit n'est pas encore acquis au Canada? Eh bien, Sam Albert a tenté de répondre à ces questions. Le Canada, un pays reconnu à travers le monde pour sa beauté naturelle et son environnement immaculé. Mais c'est aussi un des seuls pays dans le monde qui ne possède pas une protection vitale pour son environnement et ses citoyens. Le droit à un environnement sain. L'idée que chaque citoyen canadien a le droit à de l'air pur, de l'eau propre et potable et des éléments sains. Déjà 110 pays reconnaissent ce droit dans leur constitution. Mais où se situe le Canada? Some of the main ones, creating legally binding air and water quality standards. Un groupe de gens se rencontre chaque mois à Vancouver pour planifier comment ils peuvent faire de ce droit une réalité. What is Blue Dot? Blue Dot movement is based on the simple yet powerful idea that everyone in Canada deserves the right to breathe. C'est le mouvement Bleu Terre. Plus de 110 000 citoyens jusqu'à maintenant ont donné leur soutien au mouvement Bleu Terre. Et plusieurs municipalités canadiennes ont aussi donné leur appui. We've been calling on members of parliament across Canada to take the necessary steps to right now recognize the right to healthy environment in the Canadian Environmental Protection Act. We see that as one big step. Our next sort of mountaintop goal would be having it recognized in the Constitution. Et il n'y a pas seulement ce mouvement. À l'école secondaire Earl Marriott à Surrey, chaque semaine, un groupe d'étudiants se réunit pour discuter et planifier comment protéger notre environnement localement et globalement. Julia Albert, élève de 12e année, est la cofondatrice. Elle est aussi bénévole pour Bleu Terre. J'ai beaucoup de concerns à propos de l'environnement et les décisions qui se déroulent maintenant à Ottawa. Et je trouve que particulièrement, c'est ma génération, c'est nos enfants qui seront directement affectés par les décisions qui se prennent place aujourd'hui. Alors, on doit vraiment être impliqué, être conscient de ce qui se passe aujourd'hui. Stephen Cornish est le PDG de la Fondation David Suzuki. Il est un ancien cadre supérieur pour Médecins sans frontières et a pu constater sur le terrain les impacts du changement climatique. Il croit qu'une loi doit être instaurée. Mais là, il faut qu'on amène toutes nos forces avec nos membres du Parlement pour assurer qu'on aura ce droit mis dans la loi fédérale. Et en joignant le mouvement Bleu Terre, on peut participer à aider à renforcer les lois pour l'environnement qui
protégera la biodiversité, protégera la nature et par extension protéger notre propre santé et votre avenir. C'est vous qui allez à subir les grandes conséquences, comme j'ai vu déjà dans les pays les plus démunis. Ces types de dommages vont venir chez nous aussi. Selon lui, il faut agir maintenant. Pourquoi on n'a pas pris l'action avant? C'est toujours facile de mettre pour demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc, je ne vois pas d'autre option que de commencer la lutte et de faire une grande différence. Je crois que c'est le devoir de tous les Canadiens et les Canadiennes. J'ai tenté de joindre à plusieurs reprises la ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, afin de savoir si le Canada compte inclure le droit à l'environnement sain dans sa Constitution. Toutefois, je n'ai obtenu aucune réponse. Mais la bataille est loin d'être finie, et ces jeunes le savent. On encourage notre communauté de faire des bons choix avec le déchet. C'est important pour notre futur qu'on sache les conséquences de ce qu'on fait. Si on a un meilleur environnement, ça va être un meilleur avenir pour nous. Ici Sam Albert, Jeune Info, Radio-Canada, à Vancouver. Et Sam, vous n'êtes pas venu toute seule ce soir. Votre fan club vous a suivi ici, n'est-ce pas? Oui. Les membres du club Grassroots sont avec vous. Est-ce qu'on peut les voir? Oui, on a 7 membres ici ce soir et en total nous sommes 40. Et donc à l'école, vraiment, on fait les levées de fonds pour les organisations environnementales et on juste comme informer les jeunes de notre école de comment on a besoin de protéger l'environnement et comment faire une différence. Super. Et pour changer les lois, vous savez qu'il faut être politicien un peu. Alors, est-ce qu'on risque de vous voir comme député de White Rock un jour? Je ne sais pas où le futur va prévu pour moi, mais peut-être une journée je vais être un politicien et faire les vrais changements. Super. Merci beaucoup, Sam. Le 28 février, c'est évidemment un jour spécial pour Jeune Info, mais c'est aussi une journée de chandail rose pour lutter contre l'intimidation sous tous ses formes. Un enjeu qui touche de nombreux jeunes et auquel s'est intéressé William Chalice. Selon une étude de Statistique Canada effectuée en 2014, un jeune sur 5 âgé entre 15 et 29 ans affirmait avoir été victime de cyber-intimidation. Certaines de ces victimes vont développer des problèmes psychologiques, comme l'explique la conseillère Catherine Pedersen du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique. C'est un stress immense pour les jeunes de se faire intimider, d'ouvrir leur Facebook ou leur Instagram puis voir de l'intimidation. Ça les empêche de dormir, ça les empêche de se concentrer, ça les empêche d'avoir de grandes amitiés. Une étude réalisée par le Centre de recherche américain de la cyber-intimidation démontre que le nombre de victimes en ligne a presque doublé depuis l'année 2007. C'est plus facile de faire de la cyber-intimidation. C'est parce que la personne n'est pas en face. Si on est une personne qui a de l'empathie, même un petit peu d'empathie pour les gens, faire de l'intimidation face à face, c'est difficile. La criminologue de l'Université Simon Fraser, Chantal Fauché, spécialiste de la cyber-intimidation, croit aussi que c'est plus facile de se cacher derrière un écran. Quand tu parles avec une personne... Il n'y a pas d'erreur. Tu peux voir la réaction que tes paroles ont. Tu lis les traits. Il y a aussi ceux qui sont témoins de la cyber-intimidation. Ceux qui sont spectateurs. Ces jeunes ont souvent peur de devenir eux-mêmes victimes s'ils dénoncent un intimidateur. Souvent, les jeunes vont dire « Ah, j'ai rien fait. » Oui, mais justement, t'as rien fait. T'aurais pu dire que t'étais pas d'accord. La réaction des spectateurs, ça entraîne d'autres spectateurs. Si le spectateur soutient, mais ça entraîne les autres à suivre la même chose. Mais Catherine Pedersen insiste, il faut briser le silence. Il faut en parler aux adultes, aux parents, aux directions d'école, aux enseignants, aux conseillers, n'importe quel adulte à qui on fait confiance. Et Chantal Fauché nous donne un conseil pour mettre un frein à la cyber-intimidation. Il faut pas être dans une place où on blâme les victimes. Genre, tu t'es apporté ça sur toi-même en mettant telle photo ou en disant telle chose en ligne. Mais en même temps, c'est vrai que tout le monde doit faire attention à ce qu'il projette en ligne. Alors, ni moi, ni Cameron avons sorti nos chandails roses, mais William l'a fait. Oui. C'est important de mettre un chandail rose aujourd'hui? Oui, pour lutter contre la cyber-intimidation.
Justement, qu'est-ce qui t'a porté ou qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce sujet-là? Ben, quand j'étais plus jeune, j'étais spectateur de cyberintimidation, puis je savais pas trop quoi faire. Alors, dans le but d'éduquer le public pour les futurs cas de cyberintimidation, j'ai basé mon sujet, j'ai fait mon reportage à ce sujet-là. Alors maintenant, tu sais quoi faire. Alors maintenant, je sais quoi faire. Oui. C'était le message du reportage. Merci beaucoup, William. Merci à vous. Alors, si jamais vous avez des questions pour nos jeunes infos, il y a mon collègue Benoît Clément qui est en train d'être modérateur parce qu'on est en Facebook Live ce soir. On s'en va à la pause, mais on revient. Ici Elisha Davidsny. Après la pause, je vais vous présenter l'intérêt des étudiants pour la Première Guerre mondiale. Voir et visiter le site de la bataille de la Crête de Vimy, c'est le rêve qu'a réalisé Cécile Kim. C'est une élève de 11e année de Surrey. Pourquoi a-t-elle développé un tel intérêt pour la Première Guerre mondiale, qui, il faut dire, c'est le conflit le plus meurtrier du 20e siècle? C'est ce qu'a voulu savoir notre jeune journaliste, Elissa Davenson-Yee. Nous sommes ici à Surrey, un monument commémoratif des guerres auxquelles ont pris part des citoyens de la ville. Cecilia Kim est étudiante en 11e année à l'école secondaire Semiahmoo. Elle est l'une des récipiendaires du prix Beaverbrook Vimy. Grâce à ce prix, les étudiants ont la chance d'en apprendre plus au sujet de soldats canadiens qui étaient dans les troupes lors de la bataille de la Crête de Vimy en France. J'étais toujours intéressée à l'histoire, particulièrement l'histoire de la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Et un jour, j'étais en train de lire le journal et il y avait un article à propos d'un garçon de Surrey qui a reçu cette bourse. Alors, je pensais que c'était une opportunité fantastique et j'ai fait une demande pour la bourse. C'est une opportunité pour approfondir les connaissances des jeunes à propos de la Première Guerre mondiale et aussi comment ces informations peuvent nous aider aujourd'hui. Nous devons apprendre de l'histoire pour qu'on puisse apprendre des événements et pour qu'on puisse améliorer l'avenir. J'avais les connaissances déjà, comme combien de soldats sont morts ou à quelle bataille les Canadiens ont combattu, mais je dirais que cette expérience a fait que je peux faire des liens plus personnels, comme d'être là au champ de bataille où l'histoire a été créée, ou de vraiment rencontrer les soldats face à face. C'était quelque chose de très spécial pour moi. In the forward trenches, the infantrymen worked and waited. Sur le site de la Crête de Vimy, Cecilia a pu visiter plusieurs anciens lieux de combat. Elle pouvait imaginer ce à quoi le champ de bataille ressemblait lors des affrontements du 9 au 12 avril 1917. Monsieur Jesse Puzut est un enseignant de langue et de sciences humaines à l'école secondaire Earl Marriott. Il explique pourquoi l'intérêt des jeunes envers la Première Guerre mondiale peut être relié à des événements aujourd'hui. Pour la plupart du monde, c'était la première fois que le Canada s'est démarqué sur la scène internationale. Et je crois que tout ce qu'on fait maintenant dans le monde global, ça revient à ça. C'était pour la première fois que nous étions d'abord une colonie britannique et une colonie française. Et les Canadiens ont montré sur la scène internationale qu'on a une identité, on est des Canadiens. Et c'est dommage que ça soit dans le contexte d'un conflit. Mais quand même, je crois que c'était tout ce qu'on fait sur la scène internationale maintenant. C'est à cause de ce premier moment charnière où on a vraiment fait un visage pour le Canada internationalement. Ici Elisha Davidsny, Jeune Info, Radio-Canada, Surrey.
vraiment un beau reportage. Alors, Alicia, on a vu dans ton reportage des images d'archives. Donc, est-ce que c'était vraiment difficile de les trouver? Ben, j'ai contacté Marie-Hélène qui travaille ici au Radio-Canada et puis j'ai fait une demande pour des clips, de vidéos, de photos de la Première Guerre mondiale. Oh, c'est assez simple. Oui. Alors, aussi, je pense que tout le monde sait que les classes d'histoire ne sont pas vraiment les préférées des élèves en école. Mais sérieusement, est-ce que les notions d'histoire comme le de Vimy sont importantes? Je pense que c'est vraiment important que les jeunes apprennent à propos de notre histoire. Alors, ça peut affecter notre futur parce que les jeunes sont le futur. Merci. Merci beaucoup. Il y a une multitude d'opportunités pour vivre une expérience en français dans la métropole britanno-colombienne. Mais organiser des activités en français dans un milieu anglophone, ça peut poser certains défis. Cameron McDonald, tu t'es intéressé à ce sujet. Peux-tu nous dire pourquoi est-ce que tu as voulu explorer les activités francophones? Oui, j'étais vraiment intéressé dans les opportunités offertes pour tout le monde dans la ville de Vancouver parce que il y en a plusieurs pendant l'école. Mais hors de ça, c'est vraiment difficile d'être impliqué. Et tu as été rencontrer quelqu'un en particulier? Oui, j'ai rencontré M. Pierre Rivard du Centre culturel francophone de Vancouver. Quand on fait un événement, on voit vraiment que tous les groupes d'âge sont représentés. Il y a les 18 ans et moins, les 18 à 35 ans qui vont peut-être venir voir des artistes un peu plus émergents, plus jeunes, les 35 à 50 ans, les 50 ans et plus. Vraiment, tous les groupes d'âge, on les retrouve dans nos activités et leurs choix sont influencés, évidemment, par la programmation qu'on présente. La grande difficulté, c'est que si nous, on ne va pas à l'école, on ne les voit pas beaucoup dans nos activités. Bien sûr, il y en a qui viennent, mais je pense qu'il y aurait un potentiel beaucoup plus grand pour qu'il y ait des liens entre les jeunes qui sont dans les... surtout au secondaire, mais même au primaire. On dirait qu'une fois que l'école est finie, la vie de ces personnes-là va beaucoup vers l'anglais. C'est ce qui est peut-être un peu normal à cet âge-là, parce qu'on veut être avec nos amis, et parfois les amis peuvent ne pas parler français, mais je dirais que c'est important de réaliser que beaucoup de gens qui ne parlent pas français viennent à nos activités. Et je dirais aux jeunes de l'immersion, aux jeunes des programmes francophones, n'ayez pas peur d'amener vos amis qui ne parlent pas français à nos activités parce qu'ils vont apprécier le fait de pouvoir découvrir un peu de culture francophone. Surtout que la musique, ça n'a pas de frontières de langue. Alors, le défi le plus important pour nous de pouvoir voir en dehors de l'école, dans nos activités, les jeunes. Si vous pouvez faire passer le message, nous, on est très ouverts. On fait des collaborations structurées avec les écoles quand on travaille avec les professeurs et les directions d'école. Mais une fois que l'école est finie, bien, la vie en français continue. Je pense qu'on devrait travailler ensemble pour essayer de relever ce défi. OK. Merci beaucoup, Pierre. C'est tout. Quel beau travail des jeunes apprentis journalistes. J'ai presque peur de perdre mon emploi avec tout ce que vous avez fait. Vous avez aimé ça? Oui. Oui, ils ont aimé ça. Ils ont l'air très sages assis sur les chaises. Ils ont presque l'air d'être des enfants de cœur, mais détrompez-vous parce qu'ils sont capables de faire des mauvais coups. Je l'avais dit, je joue du violon, pas le piano. Et après la pause, je vais vous présenter la... Je ne sais pas si on peut appeler ça du vandalisme, je pense pas. Mais une chose est certaine, c'est que le dessin n'est pas resté au Conseil scolaire francophone. On a le chef-d'œuvre avec nous. Benoît, vous avez le chef-d'œuvre. J'ai le chef-d'œuvre en question. C'est une œuvre magnifique qui n'est pas sur toile, non, mais peut-être une coïncidence sur un petit dépliant des mythes et des réalités du bilinguisme.
Alors, si ça vous intéresse, ce sera disponible sur notre Facebook Live. On le lance en enchère début $2. Si jamais ça vous intéresse, ce sera sur Facebook tout de suite après. Petite somme, bien sûr, pour commencer. Bien entendu. On espère avoir plus d'argent avec cette vente aux enchères. Merci beaucoup, Benoît. Vous restez là. Parce que oui, là, en effet. On va terminer notre émission à la télévision, mais on va continuer sur Facebook. Alors, n'oubliez pas, si vous avez des questions, on va y répondre. J'ai un petit micro. Les jeunes sont ici pour y répondre. Avant de vous quitter, je tiens énormément à remercier tout le monde qui a participé à cette émission spéciale. C'est un projet qui prend beaucoup de travail en amont. Merci à toute l'équipe qui a travaillé avant, toute l'équipe aujourd'hui sur le plateau. Aux gens à la maison, merci d'avoir été des nôtres. Nous serons de retour demain avec l'équipe régulière du Téléjournal Colombie-Britannique et avec les nouvelles, bien sûr. Donc, rendez-vous